Bon début de semaine, nous tenons à vous le dire tout de suite. Tout ce qui sera dit dans cette émission est bien véridique. Il ne s'agira nullement des canulars du genre poisson d'avril. Il y a d'abord cette nouvelle du décès de Maître Liolo, artiste émérite, que son âme repose en paix. Il est décédé en Autriche. Et voilà. Sur ce plateau, nous recevons Norbert Yamba Yamba, cadre de l'UDPS, activiste connu, engagé dans le développement. Merci pour avoir répondu à notre invitation. Merci bien pour l'invitation. Je suis heureux de venir chez vous pour la première fois. Ça me fait énormément plaisir. Voilà, autant pour nous. Alors, aujourd'hui, lundi 1er avril, le président de la République, Félix Tshisekedi, vers 15h, a pris son avion pour se rendre au Sénégal à l'investiture de son homologue Macky Sall. Après quoi, il va aller aux États-Unis où il sera accueilli par le secrétaire d'État. Ça fait pas un peu division d'honneur au lieu de la Ligue des Champions pour recevoir le président de la République? Ce serait bien fait que ce soit son homologue Trump qui le reçoive. Voilà que pour sa première visite aux États-Unis d'Amérique, il est reçu par un second couteau. Il faut véritablement sortir de la philosophie des ghettos où on a besoin d'un prestige, on a besoin d'un honneur mal placé, ou lorsque on est reçu par un président, fut-il d'une grande puissance, on croit véritablement qu'on a résolu le problème de la République. Moi, je pense que la vision de l'UDPS, pour s'être battue pendant plus de 36 ans, on a intérêt aujourd'hui de faire comprendre au monde entier que nous arrivons. Nous avons une vision, nous avons des motivations et nous avons un leadership qui change véritablement une gouvernance. En tout état de cause, lorsqu'on arrive aux États-Unis, nous amenons ce message. Peu importe la personne qui la reçoit, mais au moins qu'il sache qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons un autre leadership, nous avons une nouvelle façon de faire les choses. Quand tout état de cause, le moment viendra, il verra son homologue ou son collègue président. Mais pour l'instant, c'est le fait simplement de savoir qu'il y a une nouvelle gouvernance au Congo et il y a une nouvelle vision au Congo et que le Congo a besoin véritablement de coopérer avec les Américains, peu importe leur rang, leur puissance. Mais vous parlez d'un nouveau leadership. Est-ce que ce n'est pas les vrais problèmes de l'UDPS? Est-ce que vous étiez préparé à prendre ce pouvoir, à voir ce que d'aucuns considèrent comme de l'amateurisme à la tête du pays, le chef de l'État qui se laisse influencer par des militants et qui l'amène à prendre des décisions inconsidérées sur lesquelles il revient quelques jours après. Et puis, au sein même de votre parti politique, on a quand même l'impression que l'UDPS ne s'est pas encore considéré comme un parti qui a le pouvoir en main. Vous vous comportez toujours comme des opposants. Vous êtes certainement au courant d'une fronde qui est lancée contre le président intérimaire de votre parti. Ça remue un peu trop quand même. Il n'y a pas assez de sérénité au sein de votre parti. Je pense que vous avez raison lorsqu'il faut formuler des remarques. Mais vous êtes allé un peu plus loin lorsque vous dites que non, ça frise un peu d'amateurisme. J'ai repris les propos des tiers, au fait. Oui, bien entendu, mais je dois vous avouer que ça doit faire 2 mois que le président de la République est à la tête de la République. Et vous voyez, dans ses contacts, dans ses prestations, dans ses propos, vous sentez la rigueur, la profondeur, la sagesse et l'intelligence politique. Je ne pense pas qu'au travers, lorsqu'on attend le président de la République, on puisse ressentir véritablement l'amateurisme. C'est vrai qu'il y a toujours eu des douleurs d'enfantement, mais il faut reconsidérer également que dans toute société où la démocratie doit se rendre opérationnelle, il y a ce qu'on appelle la restitution de la République aux citoyens.
Et les citoyens ont droit de dire un mot. Vous vous rappelez, à l'époque, quand Chirac est devenu président de la République, il a nommé Alain Juppé à la primature sur base d'un certain nombre de décisions. Ces décisions n'ont pas été accueillies par la population. Il y a eu véritablement des manifestations, des grèves, etc. Et finalement, le Premier ministre a retiré ces différentes décisions. Est-ce qu'on doit dire qu'il est amateur? Moi, je pense que c'est un problème de sagesse et d'intelligence politique. Non, la majorité... pour lui, on parle plutôt il fait des essais-erreurs, quoi. Non, ce n'est pas des essais-erreurs, parce que là, quelqu'un qui a été dans la cour du roi, quelqu'un qui a été entraîné pendant autant d'années, je ne pense pas que ce sont des essais-erreurs. Vous avez suivi le président africain. Mais est-ce qu'à l'UDPS, vous prépariez à prendre le pouvoir? Parce que vous avez été dans le combat jusqu'au bout, au point que quand ce pouvoir vous est tombé entre les mains, je crois que beaucoup étaient même un peu surpris, et jusque-là, ça serait ça un peu aussi. L'UDPS regorge de personnes et ressources de grandes compétences qui véritablement sont disséminées dans les différentes institutions nationales et internationales. Et c'est vrai que bon, ce pouvoir nous est arrivé. On s'est engagé pour aller aux élections, on avait intention véritablement de gagner et nous avons gagné, n'est-ce pas, à la présidence. Mais bon, c'est vrai que le pouvoir, ce n'est pas seulement le président de la République, parce que le pays est organisé à 3 niveaux de gouvernance. Il y a le niveau central, le niveau provincial et le niveau local. C'est vrai, quand vous posez la question, est-ce que vous êtes préparé à tous les niveaux? Moi, j'ai dit oui, il y a des hommes et des femmes qui véritablement sont disséminés à différents niveaux. Qui étaient préparés, parce que maintenant c'est plus le cas. Maintenant, il faut les entraîner. Vous n'êtes pas sans ignorer que l'AFDEL est arrivé ici. La plupart, en tout cas 98% des gens qui sont arrivés n'ont jamais été dans les institutions. Oui. Alors, maintenant, ils ont tenu bon parce qu'effectivement, ils avaient la volonté volontariste et ils ont mis en place des dispositifs qui ont permis véritablement de changer la situation. Moi, ce que je voulais vous faire remarquer, c'est plutôt que la démocratie étant aussi la loi du nombre, vous n'êtes pas fort de ce côté-là, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, et même pas dans les exécutifs provinciaux. Finalement, vous avez juste la tête, mais le corps ne vous appartient pas. Tout à fait. Là, vous avez pleinement raison, parce que l'FCC s'est organisé et il sait comment il est arrivé. On ne va pas véritablement muer la plaie. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est une programmation systématique et malsaine, j'allais dire immorale. Mais bon, quand cela ne tienne, ils ont des députés provinciaux, ils savent comment ils ont eu ces députés, ils ont des députés nationaux, et vous avez même l'immoralité d'aller plus loin, même parce que quelqu'un qui est à la fois candidat député national, candidat député provincial, candidat sénateur, une seule personne, et il est aussi candidat ministre, candidat premier ministre, etc. Bon, en fait, on a vécu pendant 18 ans ce genre de comportement, etc. Mais bon, les élections de 2018, c'est le couronnement de ce qui représente des attitudes, des comportements, un état d'esprit organisé véritablement pour démolir ou déconstruire tout un pays. Dieu merci, nous avons la tête de la République. Et vous savez que chaque poisson pourrit d'abord par la tête. Et comme nous avons la tête, nous avons l'article 69, nous avons l'article 169. Vous savez que la Constitution de la République... Ces articles l'article 169 nous impose véritablement une certaine cohabitation. Peu importe celui qui sera Premier ministre, mais le président de la République est appelé à formuler des politiques en concertation avec le Premier ministre. Peu importe sa provenance de l'opposition ou de la majorité. Donc, mais le président de la République reste le top manager. Le président de la République reste véritablement le visionnaire de la société parce qu'il a des comptes à rendre à tout un peuple. Il a été élu au suffrage universel et il doit discuter avec, n'est-ce pas, le Premier ministre. Et il va justement aussi demander au ministre, à différents niveaux qu'ils soient, etc., de pouvoir s'accommoder à une logique qui mais est-ce que la dernière passe d'armes ne nous laisse pas aussi positif? Vous voyez ce qui s'est passé avec cette histoire de l'installation, suspension
de l'installation du Sénat. Vous voyez où nous en sommes arrivés. J'ai lu même un candidat président de la République, Seth Kikouni pour ne pas le citer, qui a dit que l'alliance cash FCC, c'est comme le mariage entre une cousine et son mari, et qui la brutalise régulièrement, mais chaque fois que vous intervenez, la cousine proteste et puis elle revient. Voilà que Félix est revenu, malgré toutes les protestations, tous les coups reçus. Bon, j'ai deux réactions. La première réaction, c'est dire que nous sommes en démocratie et la démocratie suppose une gestion des contradictions, un droit au désaccord. On a besoin que les hommes politiques s'expriment et chacun est libre de s'exprimer, encore qu'on ressente une certaine maturation dans la manière de présenter les choses, etc. Je ne sais pas si Serge Kikouni, qui était à la place de Félix, s'il ferait mieux, en tout cas. Il faut arrêter des incantations, il faut plutôt donner, n'est-ce pas, des idées lorsqu'on veut véritablement que le Congo puisse avancer. Quand cela ne tienne, nous avons voulu la démocratie, et la démocratie, c'est l'état de droit. Et nous avons, pour le président de la République, au regard de la gravité du problème, avait pris un certain nombre de dispositions lorsqu'il a réuni une intelligence collective des différentes institutions de la République. Eh bien bon, on a confié la responsabilité. Et c'est comme ça qu'on doit pouvoir véritablement chacun jouer sa partition. Et la responsabilité a été confiée au procureur de la République qui continue véritablement son enquête. Et au regard du rapport préliminaire du procureur qui en a véritablement le leadership par rapport à la question, eh bien, le président de la République s'est trouvé dans l'obligation de pouvoir revoir sa décision. Et au moins, il est rassuré que la justice a pris ses responsabilités et que la justice va continuer à poursuivre. Vous savez qu'il y a déjà une disposition qui voudrait que lorsque, après la proclamation des résultats, 15 jours après, il faut que toutes les institutions soient installées. N'est-ce pas, Norbert Yamba, ça paraît quand même paradoxal, même c'est faible, paradoxal, qu'avec ce qu'on a comme potentiel, qu'on en soit encore là. Et je disais tout à l'heure que le président Félix Tshisekedi, dans sa sortie devant les chefs d'entreprise africains, il avait promis de l'énergie électrique à toute l'Afrique. Et nous souhaitons qu'il commence d'abord par Kinshasa et peut-être et certainement aussi le reste du pays. Alors, en bref, ces sorties dans la sous-région ont été plutôt assez brillantes, comme je lui jetais des fleurs tout à l'heure. Merci bien. Il faut dire que le président Félix a travaillé plusieurs années comme ministre des Relations extérieures du parti. Donc, il a côtoyé les chefs d'État, les grandes personnalités à travers le monde. Et donc, rien n'est plus étonnant lorsqu'il est en contact avec telle ou telle personne. En fait, parce qu'il sait, il est dans son métier. C'est pas des diplomates. Quand cela ne tienne, je vais revenir par rapport à la question que vous posez sur les énergies. Vous savez que notre pays a un potentiel de 100 000 mégawatts. Sur les 100 000 mégawatts, nous n'avons que 1400 mégawatts opérationnels. Et c'est comme ça que vous voyez le système de délestage, etc. Mais bon, le président a estimé qu'avec les potentialités qui sont les nôtres, nous pouvons desservir toute l'Afrique. Bon, maintenant, il faut y mettre, je crois, 60 milliards de dollars pour y arriver. Lorsque j'étais 60 milliards. 60 milliards. Mais il y avait des Sud-Africains qui avaient déjà confirmé leur participation pour Inga 3. Depuis lors, on n'a pas beaucoup avancé. Il faut faire avancer et c'est là justement le défi pour le président de la République. Mais je voudrais quand même dire... Allez-y, parce que vous êtes aussi expert en question de développement. Ça participe de votre domaine. Moi j'étais au Rwanda et quand j'arrive, j'ai vu en fait que les Rwandais utilisaient le gaz. Et lorsque je regarde le marché de Goma, le marché de Bukavu, j'ai vu que tout le monde avait des cuisinières en gaz, etc. Et donc, le gaz se produit au Rwanda. Et vous savez que le lac Kivu dispose de gaz méthane. Et le Rwanda n'avait pas l'argent pour extraire véritablement le gaz du lac Kivu. Il a lancé un appel d'offres et le Rwanda, les Indiens ont saisi l'opportunité. Une entreprise indienne, c'est évident. Et tout calcul fait, c'était 500 millions de dollars.
Et ils ont mis en place les investissements qui consistaient véritablement à extraire ce gaz. Aujourd'hui, avec cet argent qui relève du partenariat public-privé, on a déjà une usine d'extraction du gaz et on commercialise. Alors maintenant, la partie congolaise, parce que nous avons une très grande intensité en termes de gaz, cette partie n'est pas rendue opérationnelle. On aurait pu faire ne serait-ce que la même approche que le Rwanda, on ne l'a pas fait. C'est ça véritablement le constat. Mais moi, pour moi, j'ai toujours pensé qu'aujourd'hui, avec le dérèglement climatique, et le président l'a dit, même lorsqu'il s'est trouvé en Nairobi, il faut diversifier l'énergie propre. Au-delà de l'énergie hydroélectrique, qui passe naturellement par la restauration d'Inga, la troisième phase, etc., il y a aussi des énergies alternatives propres. Vous savez que beaucoup de pays à travers le monde utilisent aujourd'hui l'énergie photovoltaïque, ce qu'on appelle l'énergie solaire. Il y a moyen, moi je vis à Erfurt en Allemagne, dans des villages entiers, dans des champs. La surface du champ, on y met des panneaux solaires à grande échelle, etc. Et même des fermiers deviennent à la fois fermiers et distributeurs de l'électricité. Parce qu'on a libéralisé le secteur. Et donc, chez nous, on est capable véritablement de le faire. Parce que le Congo, c'est un sous-continent. Oui. J'ai vu une expérience dans ce sens-là à Chimbulu. Oui. L'hôpital de Chimbulu est totalement alimenté en énergie électrique par des panneaux solaires installés par des Italiens. Totalement. Tout à fait. Et même à Lupatapata, j'ai vu ça, avec des ambitions d'eau gravitaire, mais alimentées par l'énergie solaire. Et donc, moi je pense qu'aujourd'hui, on a besoin, nous avons du vent gratis. Le vent, c'est gratos. Et donc, avec le vent, nous pouvons utiliser une énergie éolienne. J'ai vu une expérience à Bukavu, et c'était à l'époque à l'Institut supérieur de développement rural, avec le père Defour, paix à son âme. Il avait mis en place des dispositifs pour mettre en place un digesteur et produire du gaz avec la biomasse. Nous avons une superbe végétation. Nous sommes avec notre végétation, avec les déchets qui sont les nôtres, même lorsqu'il faut recycler ce que nous avons dans nos toilettes, etc., on peut produire du gaz. Et la technique, elle est même popularisée dans certains endroits dans notre pays. Mais tout cela exige véritablement qu'on ait la volonté politique très volontariste pour que, véritablement, on puisse arriver dans chaque coin, quelle est l'énergie qui correspondrait véritablement à tel ou tel coin. À ce moment-là, on fait la diversification. Mais il y a aussi de l'énergie hydroélectrique qui puisse véritablement couvrir l'ensemble de la République. Aujourd'hui, regardez, vous avez vu le courant de la SNEL parti, mais si on n'avait pas un groupe électrogène, on ne le ferait pas. Mais si on a des dispositifs où on a le courant de la SNEL, encore qu'on diversifie le secteur, qu'on libéralise le secteur pour qu'il y ait plusieurs opérateurs, n'est-ce pas au niveau de la production, les transports et la distribution. Mais aussi, on peut avoir des énergies alternatives, etc. Donc, on a besoin de cette diversification. Mais là, vous posez au fait la question du leadership politique. Tout à l'heure, avec vous, on a constaté que vous avez la tête, mais pas le corps. Alors, il faudra vraiment que vous puissiez harmoniser avec votre partenaire que vous avez vous-même fustigé. Pensez-vous qu'il puisse en sortir quelque chose d'utile? Est-ce qu'on peut faire du neuf avec du vieux? Mais lorsqu'on a un leader transformationnel, il y a moyen de transformer les médiocres en des personnes qui sont capables de s'accommoder. Il va falloir les sublimer, hein, etc. C'est pas évident, la masse critique est tellement lourde. Et vous savez que nous sommes un grand pays, nous sommes une grande nation, M. John. Aujourd'hui, beaucoup de pays en Afrique sont en train de véritablement de se battre. Quand vous êtes au Maroc, vous croyez être en Belgique ou en Hollande, etc. Mutandis, lorsque dans le nord du manière générale, en Égypte, en Algérie, en Tunisie, au Maroc. Ces pays, je m'excuse, ont pris conscience véritablement de se battre pour qu'ils puissent avancer à l'instar d'autres pays organisés à travers le monde. Et lorsque vous regardez l'Est,
un pays comme l'Éthiopie. Hier, c'était un pays de grandes famines, etc. Aujourd'hui, c'est grave, j'allais dire gravissime, en termes de performances réalisées. Lorsque vous regardez l'Ouest, le Nigeria, aujourd'hui, c'est 581 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Plus que même l'Afrique du Sud qui n'a que 400 milliards. Et quand vous regardez la locomotive au centre, c'est le Congo-Kinshasa, 40 milliards. Moi, je pense qu'on soit du FCC, je sais que l'habitude de créer une seconde nature, ils ont été habitués à vivre dans le roublard. Ils ont été habitués à vivre dans la facilité, dans le raccourci, etc. Mais aujourd'hui, l'Afrique a la forme de gâchette de revolver. Non, à la forme de revolver. Et la gâchette se trouve au Congo. Donc le cœur de l'Afrique, c'est le Congo. Oui. Or, le Congo est à genoux. Et donc, vous ne pouvez pas quitter le nord vers le sud si vous ne passez pas par le centre. Et or, le centre lui-même est à genoux. Vous avez des routes au nord, vous avez des routes au sud. Mais vous attendez qu'ils comprennent ça, parce qu'on en est encore dans les calculs de j'ai investi 120 000 dollars pour que je sois sénateur. Je dois récupérer mon argent et faire un bénéfice. Donc cet écosystème politique de pourriture intrinsèque doit être purifié par la capacité de persuasion de notre leader charismatique qui est la personne de Félix Antoine Tshisekedi. Et je suis très rassuré. Et il a deux méthodes. La première méthode, c'est sa capacité de communication agressive pour que véritablement on puisse déprogrammer mentalement, on puisse justement défomenter, n'est-ce pas, nos compatriotes qui véritablement ont créé de manière endémique des comportements qui frisent justement la pourriture de la République. Et deuxième méthode, c'est les structures de dissuasion. Les structures de dissuasion sont des structures qui deviennent des remparts, des garde-fous pour réguler le comportement de tout un chacun. J'allais dire l'état de droit, au travers de la justice indépendante, au travers le structure de contrôle, etc. Mais la justice indépendante n'est pas une gageure, parce que, bon, au moins jusque-là, le président de la République n'a fait aucune mise en place dans cette justice, et donc, pensez-vous que les mêmes éléments qui hier avaient un comportement différent, aujourd'hui, vont-ils changer parce que le leadership a changé? Oui, parce que nous n'allons pas faire une chasse aux sorcières, mais nous allons véritablement dans un premier temps, pour des éléments, des brebis galaises, on les met dans un premier temps au frigo, encore qu'ils sont très 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 nombreux dans les assemblées, etc. Parce qu'il y a une alliance stratégique, c'est pas un partenariat stratégique entre le FCC et la CENI. Quand cela ne tienne, on n'a pas de choix. Nous sommes dans cette situation-là. C'est les candidats malheureux qui parlent ou comment? Ben écoute, non, c'est pas un problème des candidats malheureux. Pour ceux qui m'écoutent et qui m'ont vu à l'œuvre, savent que j'ai fait un travail extraordinaire. Encore que bon, ce que j'ai vu, je n'ai jamais vu toute ma vie, etc. Je suis quand même un expert électoral international. J'ai fait des observations à travers plusieurs pays. Je n'ai jamais vu ce que j'ai vu. Je ne vais pas raconter ça simplement parce que vous risquez de sortir Pandore de sa boîte. Non, ben, wow, c'est parce que pour ne pas donner un fouet pour vous faire battre par la Mouka. Mais non. La Mouka n'a pas l'énergie pour me fouetter. Parce que la Mouka... mais vous savez que ça fait quand même mauvaise conscience, hein. Le président de la République est en train d'aller aux États-Unis. Monseigneur Fridolin Ambongo, revenu des États-Unis, pour certains, il a miné le terrain. Et donc, le président Félix Tshisekedi va se retrouver avec une opinion qui n'a pas beaucoup d'estime à son égard, vu la manière dont il serait devenu président de la République, à en croire Monseigneur Fridolin Ambongo,
et bien entendu qui a le même discours que Cash, et plutôt que Lamouka. Vous savez, moi j'ai toujours eu du respect, de la considération à l'Église catholique, parce que nous avons été formés dans les noyaux qui ont été mis en place par les clergés, et nous avons connu un processus de maturation jusqu'à ce que nous sommes devenus finalement responsables et continuons à lutter pour que notre pays fonctionne autrement. Donc les catholiques restent véritablement le modèle des modèles, référentiels. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on fasse l'évaluation. On a pris trop de déclarations, on en a fait plusieurs, etc. Et il faut des temps de s'arrêter et se dire, par rapport à ce que nous avons fait, par rapport à ce que nous avons dit, quelles ont été les faiblesses, quelles ont été les performances, qu'est-ce qui reste en termes de solde pour que nous puissions véritablement avancer. Qui n'a pas déconseillé le gouvernement Mobutu qui a construit une dictature perfectionnée dans ce pays? Qui n'a pas déconseillé la filière de la FDL qui est arrivée et qui finalement a voulu nous faire raisonner comme, n'est-ce pas? Ce sont les catholiques. Écoutez, donc je voulais dire que même la filière FDL, qui, il n'y a pas à peine, le président vient de lâcher, etc., nous ont soumis dans un régime disciplinaire rigoureux. Et tout le monde aurait souhaité finalement que ce régime s'arrête pour qu'un autre régime arrive pour construire une rupture. Et ça, c'était le souhait de tout le monde. C'est comme ça qu'ils avaient vu, à une certaine époque, les gens prendre les armes, se battre, etc., pour qu'on puisse faire une régulation institutionnelle. Depuis 18 ans, on a fait beaucoup de schémas, on a fait beaucoup de déclarations. Ceux qui sont en dehors du pays comme ceux qui sont à l'intérieur du pays. On n'y a jamais réussi. On n'y a jamais réussi. Aujourd'hui, au moins, nous avons la chance d'avoir un compatriote qui a une expérience de combat, qui a consolidé une conviction, qui a domestiqué un comportement, dans le sens de pouvoir se battre pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Ces 2 mois au pouvoir montrent très clairement qu'il connaît les jalons, il connaît où mettre le premier pas. Mais voilà pourquoi la Senco a fait cette concession. Il faut que je termine par rapport à ça. Oui, donc, oui. Je voudrais que la Senco, qui n'a pas d'autre arme si ce n'est que de faire des déclarations, ça c'est évident. Et ça relève véritablement de son droit. Mais il y a aussi des informations stratégiques. Il y a aussi des déclarations stratégiques. Aujourd'hui que nous sommes en train de vouloir sortir de cette situation de pourriture intrinsèque, on a besoin d'une union sacrée. On a besoin de tourner cette fois la langue avant de prendre position pour dire oui, le président Félix est là. On fait comment? Toutes les assemblées, toutes les provinces, les gouverneurs de province, les Sénats, l'Assemblée nationale, il n'y a que le FCC qui a démontré, n'est-ce pas, sa mauvaise volonté de pouvoir changer les choses. Mais nous avons la présomption qu'il peut changer maintenant. Alors maintenant, au lieu qu'on soit ensemble, pour qu'on ait véritablement celui qui est là, qui est à la tête et qui constitue véritablement le modérateur principal. Au lieu de l'aider, on dit non, il faut le fragiliser. Et surtout lorsqu'on est en face des Occidentaux, etc. Surtout que, bon, nous sommes des bébés sous biberon, on a vécu la mendicité nationale. La Senco l'a concédé, et même je crois que la Mouka n'a pas pu prendre une position net là-dessus lors de sa dernière évaluation en Belgique. On a senti la Mouka divisée, et aujourd'hui on peut dire que la Mouka dans cette forme-là est morte, est décédée, et que dans la Mouka il y a par exemple Moïse Katumbi qui clairement soutient Félix Tshisekedi. Donc ces gens-là, ils ont compris, ils vous ont tendu la main, mais c'est à vous maintenant de pouvoir assurer et assumer. Ça, quand je dis union sacrée, je parle même aux médias. Les médias ont une force agissante pour permettre la régulation de notre pays. Nous venons de traverser une zone de turbulence. Nous sommes même en train de véritablement de la traverser. Notre pays a besoin d'une bonbonne. Notre pays a besoin d'être oxygéné. Et cet oxygène ne peut être alimenté et nourri que par tous les Congolais. Fut-il Lamouka, FCC ou Cash. On a besoin aujourd'hui de mettre nos querelles au frigo et de voir comment nous pouvons sortir le pays de son bourbier. Parce que tous les Africains entendent que le Congo se met debout. Le Congo est à genoux. Le Congo est humilié. Le Congo, c'est un pays de la honte. Et il faut sortir véritablement de ces ghettos.
pour que nous puissions assumer notre leadership en Afrique centrale. Nous en avons le moyen, nous avons la compétence. Encore que maintenant, c'est la fragilisation et la robotisation. Il faudrait aussi que vous en ayez la volonté, parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas une forme de suffisance au niveau de votre parti politique, l'UDPS, qui regarde les gens d'en haut? Il y a beaucoup de ces partenaires politiques qui sont restés sur les chemins de la lutte. Aujourd'hui, l'UDPS risque même de s'embourgeoiser, ce qui serait quand même contradictoire avec l'esprit des gauches de ces partis. Mais vous parlez d'une union nationale, mais il y a beaucoup de gens que vous devrez alors aussi intégrer, au lieu de considérer que vous devrez vous servir d'abord. Non. Nous servir comment? Moi, je suis là. Mais on a vu, on a vu le président de la République, on a vu les cabinets du président de la République, de la tête aux pieds, c'est UDPS, c'est UDPS et UNC. Non. Je m'excuse beaucoup. Le président de la République vient d'avoir ses institutions, il est en train d'observer les uns les autres, il sait qui lui donnera quoi, etc. Et à un moment donné, il va checker pour voir les profits de chacun, le background de chacun. Étant donné que nous avons besoin d'un pays qui fonctionne, on peut puiser combien de Congolais sont dans des institutions internationales, combien de Congolais ne sont pas ni du FCC, ni du CACH, mais qui ont de grandes compétences qui peuvent véritablement aider. Je vis par exemple la Côte d'Ivoire. Lorsque Ouattara est arrivé au pouvoir après la guerre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a engagé un cabinet, un bureau d'études. Et ce bureau d'études avait mission de circuler à travers le monde pour identifier des Ivoiriens qui avaient tel ou tel profil et qui pouvaient aider dans tel ou tel secteur de la vie nationale. Et voilà, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui aujourd'hui nage dans les $3000 de revenus par habitant par an, contre 400 pour le Congo-Kinshasa. Vous voyez? Donc, on a besoin effectivement pour l'instant que l'on ne tienne pas compte, encore que chez nous, il n'y a pas de clivage idéologique, ça c'est évident, il faut construire cela, mais on a besoin de meilleurs d'entre nous. Parce qu'en réalité, lorsqu'on est dans une salle d'urgence, on n'envoie pas des stagiaires. Et on a besoin que cela véritablement soit la motivation de tout un chacun. Il ne faudrait pas aussi que c'est... Vous savez, combien de fois on a engagé même ces gens qui viennent de l'extérieur, qui ont la présomption, en fait, n'est-ce pas, des gens qui ont passé des moments, qui sont acculturés, etc., mais qui finalement reviennent, quand chasser le naturel, il revient au galop. Donc, aujourd'hui, plus que jamais, le président Félix est très préoccupé par rapport à l'avenir. C'est vrai que le FCC fait ses déclarations de renflement, en fait, c'était dans son projet, dans sa programmation, c'est vrai, mais on a besoin aujourd'hui d'union sacrée, on a besoin de pouvoir aligner les meilleurs d'entre nous, on a besoin d'avoir des hommes de grande volonté volontariste, et ça, c'est le défi majeur, et ce défi s'adresse à la fois à la MOUCA, à la fois au CACH, à la fois au FCC. C'est très important parce que lorsque vous êtes dans des colloques internationaux, dans des rencontres internationales, vous êtes en 4 pièces, personne ne vous respecte. Simplement parce qu'on sait qu'on a des richesses potentielles, bien entendu, mais on est dans la pauvreté la plus abjecte. On a intérêt aujourd'hui de pouvoir être désintoxiqués. C'est vrai que notre parti, qui a souffert, c'est vrai que les gens sont restés pendant longtemps parce que discriminés, ne pouvaient pas travailler. Et pour travailler, il faut faire partie du FCC, il faut faire partie de la mouvance, d'ancienne mouvance présidentielle. Mais maintenant, les gens ont besoin véritablement du travail. Et je crois qu'avec la capacité de persuasion du président Félix, il fera comprendre aux uns et aux autres et de prendre de l'eau froide et de comprendre que nous avons des grands défis. Lorsqu'on aura stabilisé l'avion qui traverse une zone de turbulence, écoutez, chacun trouvera son compte. C'est pas le simple fait, par exemple, d'être conseiller, d'être PDG ou d'être ministre qui termine. Non, il y a des gens, la classe moyenne. Regardez, dans les années 70, sur l'avenue du commerce, il y avait des Congolais qui avaient des moyens, etc. Et qui, chacun vend, même s'il est enseignant, il trouve son compte, il peut envoyer ses enfants à l'école. Donc, tout le monde ne peut pas être conseiller. Oui, là, oui. Nous sommes en train de créer des institutions bourgeoises. Je voudrais embrayer sur votre lancée. On s'est lancé dans les découpages territoriaux, la décentralisation, on va dire ça comme ça, justement pour permettre que
les entités à la base puissent fonctionner et absorber déjà à ce niveau-là la forte demande qui converge vers les institutions nationales. Parce qu'aujourd'hui, vous le dites, tout le monde veut aller dans les cabinets, vous pouvez être au fin fond du pays. Pour être à l'aise, il faut devenir membre du cabinet d'un ministre au gouvernement central. Alors, est-ce que c'est un échec finalement que ces découpages, est-ce qu'on peut le rattraper d'une certaine manière maintenant qu'on s'est rendu compte qu'il y a aussi la corruption qui a sérieusement rongé les institutions au niveau provincial? Vous savez, M. John, moi, je suis consultant international sur des questions de décentralisation. C'est pour ça que je vous pose cette question-là. Et vous savez, la motivation, en fait, vous ne parlez même pas de l'échec. On n'a pas animé la décentralisation. La constitution de notre pays a organisé 3 niveaux de gouvernance. Il y a le niveau central, le niveau provincial et le niveau local. Au niveau central, il y a le gouvernement, il y a les assemblées, etc. Bon, vous connaissez. Au niveau provincial, la même chose. Mutandis, au niveau local, dans les villes, communes, secteurs et chefferies. Et donc, chaque niveau, on a une républiquette. Une républiquette, simplement parce que chaque entité a une personnalité juridique. C'est-à-dire que cette personnalité juridique lui donne la possibilité d'avoir son programme, d'avoir son budget, de mobiliser ses ressources, d'avoir un partenariat dans le cadre de la coopération, n'est-ce pas, décentralisée, etc. Et donc, à chaque niveau-là, c'est vrai que vous parlez d'absorption du chômage. Non. Si tout le monde doit travailler dans l'administration et qui vont faire autrement les choses, qui vont alourdir les richesses de la République. La responsabilité, lorsqu'on est, par exemple, dans une entité territoriale décentralisée, c'est la capacité, n'est-ce pas, peut-être avoir son site web, savoir où se trouvent les investisseurs, etc., négocier avec les investisseurs, leur dire que voilà, dans notre territoire, voilà les potentialités qui sont les nôtres, et qui sont des investisseurs potentiels par rapport à la transformation de ce que nous avons comme produit, etc. Et donc, à chaque niveau, il faut qu'on sente la capacité d'initiative, la capacité d'impulsion, etc. Et pour qu'on n'entende pas véritablement seulement de Kinshasa. Et ça n'a pas eu lieu. On a vu déjà installer, lorsque vous êtes par exemple dans des secteurs, j'ai vu ici dans les Bandundu, une chefferie de 650 000 personnes avec 9 députés, mais on a difficile à connaître, à comprendre ce que c'est un programme, ce que c'est un budget. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors maintenant, la plupart des gens qui sont nommés dans ces responsabilités-là sont des personnes qui sont des garçons de course des leaders politiques. Alors pour avoir un soutien à tel ou tel endroit, il nomme une personne qui ne sait même pas que lui est capable de créer même une entreprise, qui est incapable de comprendre qu'il peut même créer une polyclinique où les gens peuvent acheter des services, qui est incapable de comprendre qu'il peut même créer une entreprise de transport. Donc, au niveau véritablement de la commune, au niveau du secteur. Voilà. Un pays, par exemple, comme la Guinée équatoriale, c'est la même dimension que le territoire de l'Odja. Regardez la Guinée équatoriale, des avions. Un pays comme République Sao Tomé Principe, c'est 10 fois moins que la ville de Kinshasa. Mais regardez des avions, regardez des bateaux, regardez comment il y a des ministres, des présidents de la République. C'est-à-dire qu'à l'interne ici, nous avons autant de pays que de provinces, c'est oui, pas plus. Mais il faut croire à ça. Oui, mais il faut avoir des grandes personnes. Nous allons peut-être terminer par là, c'est parce que vous avez maintenant les fameux leaderships en main, parce qu'à ce niveau-là, vous pouvez agir sans nécessairement faire voter au Parlement ou bien... Oui, toutes les lois sont là. Oui. C'est question seulement de l'activer et de les activer. Bon, il y a des lois. Il y en a 19 aujourd'hui, des lois et des textes réglementaires par rapport à la problématique du processus de décentralisation. Et donc, nous croyons sincèrement être au service du président pour lui dire que le seul salut que nous avons pour l'instant, c'est essentiellement d'actionner véritablement la décentralisation. Parce que regardez, lorsque on veut faire croire que toutes les solutions vont venir du président de la République ou du gouvernement central, là on se trompe largement. Parce que quand vous prenez par exemple la province par exemple de l'Équateur, c'est plus que le Portugal, c'est plus que la Suisse, c'est plus que la Suède. Lorsque vous prenez par exemple la province du Sankuru,
c'est plus que la Guinée équatoriale, c'est plus que le Gabon, c'est plus que. Lorsque vous prenez par exemple l'Ituri, c'est plus que le Cameroun, c'est plus que le Sénégal. Et donc, on voudrait qu'à chaque niveau d'atterrissage, que ces hommes, ces femmes prennent des décisions, organisent leur activité territoriale, mobilisent des ressources, rendent opérationnel leurs programmes pour donner des réponses aux problèmes de la population. À ce moment-là, dans chaque entité, il y aura 3 actions congruentes. Il y a le président de la République au travers du gouvernement central et son premier ministre. Et vous avez qui agit par exemple dans une entité. Et vous avez le gouverneur de province avec son gouvernement provincial qui agissent dans une entité. Et vous avez l'entité elle-même. On ne peut pas comprendre que lorsque vous voyez Matete et Kimbanseke sont de voisins, et Kinsé, ce sont de communes voisines, mais il n'y a pas de projet fédérateur, il n'y a pas de projet intégrateur. Et donc tout le monde est là en train d'entendre la main du ciel comme les élèves qui entendent le devoir du maître qui vient du ciel. Et ça c'est un problème. Et donc on a besoin des hommes qui ont la puissance du savoir, les hommes qui ont la puissance de la connaissance, les hommes qui sont très volontaristes, qui sont des hommes honnêtes, intègres. Pas de pillards, pas de roublards, pas de profiteurs, mais des hommes qui veulent véritablement que le Congo se mette debout. Et ces hommes existent, encore qu'il faut les identifier, encore que ceux qui aujourd'hui n'ont pas grand-chose à apporter se mettent un peu tout petit peu au frigo pour que les médecins professionnels entrent dans une salle d'urgence et ils stabilisent l'état de santé et que tout le monde va venir, il va trouver son compte. Mais si tout le monde devait y aller, sans tenir compte de ce que représentent ces qualités intrinsèques pour changer la situation, à ce moment-là, on attendra longtemps et on va commencer à demander « Président Stanley Labissoli Kamboué, comment vous pouvez imaginer ?» Il nous faudra terminer maintenant. La province de Kinshasa, oui. C'est combien? Aujourd'hui, on est à 13 millions. Et les prospections... Les prospections 13 millions de quoi? La population, oui. D'habitants. Oui. En 2025, on sera à 30 millions. 13 millions, donc on est déjà à plus de 1/7 ou 1/8 de la population du pays. Tout à fait, John. Et vous savez qu'en 2035, on sera à 165 millions pour le Congo dans son ensemble. En 2050, on sera à 220 millions. En 2100, on sera à 400 millions. C'est grave. Alors maintenant, aujourd'hui, l'électricité, c'est 9% seulement. L'eau, on n'atteint pas 15%. Et donc, on est en situation où il faut avoir des hommes qui jouent le génie. Vous savez, des hommes qui véritablement sont multidimensionnels, des hommes qui sont multifonctionnels, des hommes qui ont des alternatives. Et ces hommes existent. C'est comme ça qu'un chef doit être en mesure de checker pour chercher des médecins professionnels. Et ils sont là. Et encore qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut qu'il y ait plus de techniques et de politiques. Il y a trop de politiques que de techniques. Et alors, les politiques qui veulent tout faire, et comme il n'y a pas de technique, il n'y aura pas de production de richesse, il n'y aura pas de valeur ajoutée, il n'y aura pas de plus-value, il n'y aura pas de chaîne de valeur ajoutée, et donc on n'aura pas de richesse, et on n'aura pas véritablement la capacité de faire une redistribution. Oui, je dois vous arrêter, Norbert Yamba. Là, j'ai eu affaire à l'expert en développement, mais je retiens quand même une phrase choc. Dans une salle d'urgence, on n'amène pas des stagiaires. Tout à fait. Et la République démocratique du Congo est véritablement une salle d'urgence. Merci pour avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie et je pense que prochainement, on va organiser des émissions où on devra discuter secteur par secteur parce que nous avons un défi commun et le vrai défi, c'est de lutter contre la pauvreté de notre peuple. Oui, on vous rappellera. Je pense qu'on ne s'ennuie pas avec vous. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de l'attention que vous nous avez accordée. Bonne continuité avec le programme de RLTV, la télé-réalité. Bonsoir.